États-Unis la semaine prochaine, le 24 novembre. 23 ou 24, j'ai un doute. Mais donc, c'est le moment d'en savoir un peu plus sur cette fête traditionnelle purement américaine. On voit cette scène partout, dans les films, dans les séries. C'est presque aussi célèbre outre-Manche qu'en Europe. Et il y a une raison à cela. Maintenant, dans l'histoire de Thanksgiving, comme je vais vous le raconter, il y a une double lecture, c'est-à-dire qu'il y a les origines avec les symboles, les traces, dès le départ, ce qui s'est passé, et aussi le retournement un peu de l'histoire que certaines histoires, certains auteurs, certaines croyances, on va dire, préfèrent cacher, dissimuler ou modifier. Commençons la fameuse histoire de Thanksgiving. Alors, à l'aide de mes petites notes à côté, je vais vous raconter ce qu'est l'histoire de Thanksgiving. Thanksgiving, donc en traduction en français plutôt l'action de grâce, est une fête très célèbre dans le monde entier, mais qui n'est célébrée qu'aux États-Unis, donc en Amérique, avec certaines archipels, une partie du Canada d'après ce que j'ai compris, mais voilà, majoritairement aux États-Unis. Elle est célébrée donc chaque quatrième jeudi du mois de novembre. C'est très précis.
et parfois amicales. Mais donc là, la fameuse tribu des Patuxet avait été disséminée, surtout d'après mes recherches, par la maladie. On y reviendra un petit peu plus tard. Ils y fondèrent donc la colonie de Plymouth et la ville du même nom. Mais les débuts de la colonisation furent difficiles et la moitié des arrivants périrent du scorbut. Alors, j'ai également fait mes recherches sur ce que c'était le scorbut, donc a priori une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, fort heureusement. Alors a priori ça paraît tout bête, hein, écoutez bien. Il s'agit d'une pathologie émanant d'une carence profonde et prolongée en vitamine C. Toutefois, cela résulte des syndromes hémorragiques, de troubles de cicatrisation, de rhumatisme, etc., etc. Je rappelle également qu'à l'époque, on ne pouvait pas se soigner comme aujourd'hui. Nous n'avions pas les mêmes soins médicaux, les mêmes médicaments. À l'époque, un simple mot de tête, une rage de dents, le simple fait d'accoucher, c'était mortel. On pouvait en mourir. On ne pouvait pas prendre juste en gros un Doliprane et se soulager comme ça. Donc voilà, de par leur épopée, leur traversée de l'Atlantique, arriver sur des terres inconnues, avec un climat différent, bref voilà, juste à la base une simple carence en vitamine C a provoqué tout ça et a quasiment disséminé de moitié la population des colons. C'est fait pas grand monde, vraiment. C'est même très intéressant de se dire que comment à 50 personnes on peut aujourd'hui arriver à l'un des états les plus grands du monde. Enfin bon, comme quoi. Les survivants ne durent leur salut qu'à l'intervention de deux autochtones nommés Squanto et Samoset, donc deux Indiens. Squanto était un survivant de la tribu Patuxet et qui ne doit son salut que par son kidnapping par des voyageurs, donc d'abord espagnols, souvenez-vous, hein, toutes les interventions qu'il y a eu sur ce continent durant les 200 ans avant l'arrivée des colons, puis ensuite des Anglais
j'ai le souvenir, alors on revient plusieurs siècles plus tard, mais que mon père me racontait que lorsqu'il était petit, il y avait régulièrement au mois de novembre des célébrations. Alors c'était un petit peu, je dirais, à cheval entre Halloween et le mois de novembre. Entre la Toussaint et Halloween, il y avait notamment donc la célébration des saints et aussi la célébration des moissons, des prières, justement des sortes de fêtes un petit peu animées pour fêter les moissons, la culture. Au-delà de remercier, de prier Dieu, c'était surtout d'inculquer, de faire en sorte que la moisson se porte bien, que la culture prenne, que les semences prennent forme et qu'il y ait une bonne moisson dans les mois à venir. Si vous êtes aussi un peu adepte, alors je dirais au-delà des films et des séries, mais surtout de la culture nordiste, les Vikings eux-mêmes, les hommes du Nord, hein, les tribus du Nord eux-mêmes faisaient des célébrations un peu religieuses pour fêter les moissons. Hein, ils faisaient des célébrations, des offrandes aux dieux, donc des offrandes avec des sacrifices d'animaux, parfois humains, mais particulièrement d'animaux auprès des dieux vikings. Donc il y avait Freya, Thor et j'en passe bien d'autres, pour justement les inciter, les remercier, à les aider et à faire fructifier leur propre culture. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas que américain à la base, la fête des moissons, c'est vraiment multiculturel et surtout fortement ancré en Europe ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien monde. C'est juste parce que voilà, là ils l'ont un petit peu plus harmonisé de manière religieuse, mais ça existe depuis, je dirais, la nuit des temps, quelque part. Revenons donc à cette première célébration de Thanksgiving. Les colons, donc à l'époque, invitèrent alors le chef des Wampanoags, Massasoit, et 91 de ses hommes à venir partager leur repas en guise de remerciement pour leur aide. Durant ce festin, 5 cerfs, des dindes sauvages et des pigeons furent offerts. Le premier Thanksgiving est donc célébré en cette date de 1621. Ce repas revêt également un aspect religieux important. Les puritains remercient Dieu d'avoir permis à la communauté de survivre et d'avoir mis les Wampanoags sur leur chemin, qui leur ont montré un certain nombre de choses. Les récits n'utilisent pas le terme de Thanksgiving en tant que tel, mais dans les faits, c'est une action de grâce. Donc, comme je le disais, c'est effectivement les colons d'Amérique qui ont un peu plus théologisé, je ne sais pas si ça se dit, mais tourner ça de manière religieuse pour remercier leur salut et leur nouvelle aventure en Amérique. Les pères pèlerins tinrent une célébration encore plus grande d'action de grâce en 1623, donc 2 ans plus tard, après un passage de l'agriculture communale à l'agriculture privatisée et après une plus grande moisson grâce à de la pluie inattendue. Alors le terme communal à privatiser me fait beaucoup rire, un petit peu jaune ironiquement, puisque on comprendra par la suite pourquoi ces termes, pourquoi c'est devenu communal, c'est-à-dire pour tout le monde, à privatiser uniquement pour les colons. Il y a une raison à ça, mais dans un premier fait, voilà ce que relève l'histoire. Les récits de l'époque ne permettent pas de savoir comment cette fête localisée au niveau de la colonie de Plymouth, dans l'actuel Massachusetts, s'est imposée à l'ensemble des États-Unis comme une fête nationale. Mais les 2 récits de ce premier repas partagé entre les Amérindiens et les Puritains se perdent. Tiens, et ne vont être découverts que dans les années 1840, voire 1850. Donc, de nouveau, plusieurs décennies, plusieurs
Il cite: « Nous sommes en pleine guerre de sécession. C'est pour invoquer l'aide du Providence. » Je pense qu'il voulait dire de la Providence. Et du Seigneur pour qu'il permette aux Américains de sortir de cette crise, parce que c'est un moment d'intense souffrance. La guerre de sécession, c'est effroyable avec 600 000 morts. Entre le premier repas partagé entre colons et Amérindiens en 1621 et la proclamation de Thanksgiving comme fête nationale en 1863, plusieurs présidents tentent d'ancrer cette date aux États-Unis sans caractère systématique, d'où la partie un peu plus laïque. Le premier Thanksgiving Day est déclaré au niveau national en 1789. Il est décrété par George Washington, le premier président des États-Unis. Il y a l'idée d'une action de grâce, l'idée de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le remercier pour son intercession au cours de la guerre d'indépendance, le remercier pour la liberté qu'il a accordée aux Américains, dixit George Washington. D'autres actions de grâce sont ensuite proclamées par d'autres présidents, sans que cela ait forcément le même succès. Le successeur de Washington, John Adams, proclame un Thanksgiving Day qui ne marche pas du tout. Là encore, on reste encore dans un côté un petit peu trop religieux, dans une époque où la civilisation américaine était presque divisée en deux, avec la guerre de sécession, et puis avec, on en reviendra un peu plus tard, mais la division avec les États du Sud. Le côté religieux, ça passe plus. En gros, c'est un peu ça l'idée. En 1816, le gouverneur Plummer du New Hampshire désigna le jeudi 14 novembre comme un jour férié et le gouverneur Brooks du Massachusetts institua le jeudi 28 novembre comme un jour de Thanksgiving à observer dans tout cet État. Un jour de Thanksgiving fut annuellement institué par le gouverneur de l'État de New York à partir de 1817. Dans certains des États sudistes, il y a eu des oppositions en raison des origines puritaines de la célébration, mais en 1858, des proclamations nommant un jour de Thanksgiving furent publiées par les gouverneurs des 25 États et de 2 territoires. Donc comme je vous le disais là, voilà, clairement ils en avaient ras-le-bol du côté religieux. Par contre, c'est devenu un petit peu plus politisé puisque chaque gouverneur représentants d'État à l'époque se sont un petit peu essayés de se partager la part du gâteau en proclamant leurs propres dates, leurs propres consignes, etc. etc. C'était un peu le bordel, il faut le dire. Au cours de la guerre de sécession, le président Abraham Lincoln, incité par une série d'éditoriaux écrits par Sarah Josepha Hale, proclama un jour national de Thanksgiving qui soit célébré le dernier jeudi de novembre 1863. Et depuis cette date, on a observé annuellement Thanksgiving aux États-Unis. En gros, voilà, merci à Abraham Lincoln d'avoir un petit peu stoppé les dégâts et d'avoir fixé un truc clair, net et concis. Moi je pense qu'on peut le remercier pour autre chose aussi. Je sais pas, vous le connaissez ce monsieur. Cependant, au fil du temps, la date changea notamment en 1939 sous l'administration de Franklin Roosevelt. Le président imposa la journée nationale de Thanksgiving le 4e jeudi de novembre, encore un peu plus précis. En partie parce que la nation subissait alors la Grande Dépression afin de donner plus de temps aux achats de Noël. Petit rappel, c'était en période de Seconde Guerre mondiale. C'était donc compliqué de joindre les deux bouts et de enchaîner fête sur fête. Nous allons revenir, comme je le mentionnais un peu plus tôt, sur les fameuses origines de cette fête traditionnelle et les remises en question que cela impose, même encore aujourd'hui, même au sein de la civilisation américaine des Américains. Selon Benjamin Whitmer et d'autres chercheurs, la version actuelle retenue de l'histoire est erronée et occulte certaines vérités. Ainsi, selon ces derniers, en mai 1637, un marchand local du nom de John
ses habitants exterminés. Au cours de l'année suivante, tout membre supposé de la tribu fut exécuté. Le village et la rivière renommés respectivement la Tamise et Nouveau-Londres. C'est super originaux, dit-on, ils ont été cherchés loin. L'Assemblée générale du Connecticut interdit même l'usage du mot péco. Je tiens à préciser que on ne sait toujours pas non plus si c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore une fois, c'est bizarre parce qu'encore une fois, dans une autre version de l'histoire, on ne sait pas qui a commencé ni quoi qu'est-ce. Mais oui, tout a commencé quoi qu'il en soit par un bain de sang. Finalement, l'entente n'a plus été si cordiale et amicale entre les autochtones, les Indiens et donc les colons. Et bon, finalement, on apprendra de l'histoire que les colons ont disséminé, ont exterminé, ont éradiqué de la surface du continent américain, pour une bonne partie, le peuple amérindien, le peuple indien. Mais encore une fois, qui a commencé? Voilà, en tout cas, c'est ce que les origines ont l'air de dire pour l'instant. C'est le lendemain de ce massacre que le gouverneur William Bradford décréta une journée d'action de grâce pour célébrer notre victoire sur les Pécos. C'est donc à partir de cela, de cette extermination, que fêtent les Américains d'aujourd'hui sans trop vraiment le savoir, ou alors ils le savent, mais depuis l'époque des pères pèlerins évangéliques, Thanksgiving est pour les Américains une manière de remercier Dieu de la qualité providentielle du nouveau monde et de la bonne entente avec les populations indigènes. Or, et c'est là où le bas blesse, pour quelques groupes amérindiens, ce jour représente le point de départ de la destruction de leur continent et des guerres indiennes. En 1676, le gouverneur de Charleston profita même de ce jour pour célébrer une victoire sur les Amérindiens. Et depuis les années 1970, des manifestations sont organisées en mémoire des Amérindiens. Alors a priori pas chaque année, mais si vous regardez un peu l'actualité, on en fait souvent part que souvent la célébration de Thanksgiving, c'est souvent suivi de manifestations aux États-Unis contre cette fête pour rappeler les horreurs dont cette fête est issue et dont elle est l'origine en fait quelque part. Bon, voilà pour la partie un peu plus historique. Maintenant, encore une fois, c'est un peu comme de qui, de l'œuf ou de la poule. On ne saura jamais vraiment la vérité, sauf que oui, il y a eu un massacre de la population amérindienne, sinon ils seraient d'autant plus nombreux encore aujourd'hui. Parlons de choses un petit peu plus, je dirais, marrantes, un peu plus agréables et un peu plus appétissantes. Thanksgiving est souvent associé à un bon repas, le fameux repas familial que l'on retrouve dans toutes les séries, dans tous les films. Je pense que c'est même dans les films de Noël en ce moment, on en a un pléthore de choix. Je vais faire encore une fois mention à la série Friends. Je pense que quand on regarde Friends, il n'y a pas un épisode que l'on manque ou qu'on n'a pas en tête entre les 6 protagonistes, entre les 6 acteurs, où ils passent à chaque fois Thanksgiving ensemble, alors avec chacun leur façon de fêter, leurs ambitions, leurs volontés. Je pense que aujourd'hui beaucoup d'Américains, alors les Américains restent quoi qu'il en soit une civilisation assez croyante, mais je pense que c'est un peu comme Noël, c'est-à-dire que même quand on n'est pas forcément croyant ni pratiquant, Noël reste une fête que l'on fête, reste une célébration que l'on aime fêter, que l'on aime inculquer et partager, même si on sait qu'à la base Noël c'est une fête chrétienne, même en n'étant pas forcément chrétien, croyant, pratiquant, etc. On le fait tous. Donc j'ai l'impression que Thanksgiving c'est un peu la
des heures et des heures au fourneau en cuisine. Ils y passent toute la journée pendant qu'ils sont en train de regarder notamment la parade, le défilé de Central Park à New York, et ils regardent éventuellement un match de football américain. Vous voyez les gros clichés, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. Puis ensuite vient le fameux dîner, le repas de Thanksgiving. Alors il est traditionnellement composé d'une dinde, animal tout juste découvert par les premiers Européens, hein, donc dans le Nouveau Monde. Ça n'existait pas sur le continent européen, ou alors pas que je sache. En une seule journée, les Américains mangent 46 millions de dindes. 46 millions de dindes. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Pardon, je répète, c'est énorme. On parle pas en kilos là, on parle de dinde complète. Il n'en épargne que 2 pour les offrir au président qui les gracie. Là, effectivement, c'est une tradition purement américaine. Mais, petit fun fact que j'ai appris également, elles meurent finalement à chaque fois la semaine suivante, force d'avoir été trop gavées. En fait, elles sont malades d'avoir été trop gavées parce que clairement elles pensaient passer à la trappe. Les épargner est en fait tout simplement juste un symbole. Bon bah un sniff. 2 de plus. Thanksgiving est célébré en famille autour de grands dîners et en joyeuses réunions. Et donc toujours dans l'idée de partage et de communion, ça se passe en famille, mais également parfois avec des amis, des proches. Voilà, encore une fois, toujours en référence à des films ou des séries, on voit souvent que bah tiens, un tel est invité alors que c'est une connaissance de la cousine, du neveu, de machin qui fait partie de la famille. Mais t'es tout seul à Thanksgiving, bon viens manger. C'est un peu comme Shabbat, j'ai l'impression que si t'es tout seul à Shabbat, tu viens manger, c'est pas grave. Bon, je dis ça, ceci dit, je ne suis pas juive non plus, hein, mais ça reste une légende tenace également. La veille de Thanksgiving, les associations caritatives distribuent notamment des repas aux personnes sans domicile fixe des grandes villes. Le menu type donc de Thanksgiving est donc bien sûr une dinde farcie, une belle grosse dinde farcie, accompagnée, et alors là ça c'est typiquement américain, donc de la purée de pommes de terre ou purée de patates douces, jusque là ça va, puis de la sauce ou de la gelée de canneberge, en anglais qui se dit cranberries, ou aussi appelée atokas au Canada français. J'ai l'impression que c'est une sauce de fruits rouges, j'ai l'impression que c'est ça, des canneberges, c'est un peu des fruits rouges un peu acides. Bon, c'est un peu étrange, donc je le rappelle, en sauce ou en gelée. Ensuite, de la farce, parfois au marron, aux huîtres, à la saucisse ou à la pomme. Bon, à la pomme, ça doit être délicieux. Saucisse. Les marrons, pourquoi pas, mais alors les huîtres. L'association terre-mer comme ça, avec l'iode des huîtres, j'ai un doute. J'adore les huîtres, mais farcies dans une dinde,